Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire consacré aux actualités du mois de septembre. L'objectif de cette session est de vous apporter des éclairages concrets et de répondre à vos interrogations. Quelques informations pratico-pratiques. Vos micros et caméras sont donc coupés et vous êtes invités à poser vos questions dans l'onglet Q et R en bas de votre écran. Le support de présentation vous sera envoyé au plus tard demain et le replay sera disponible d'ici quelques jours. Néanmoins, restez connectés. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Michel Paul, chargé de la relation aux entreprises dans le département 67. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Antonia, qui est également chargée de la relation aux entreprises, mais pour le secteur du Haut-Rhin et qui répondra en direct par écrit à vos demandes. Donc, au sommaire, nous allons parler du compte entreprise et des bonnes pratiques concernant l'envoi de documents. On fera un focus sur l'embauche d'apprentis et de travailleurs étrangers. Donc là, on parlera de formalités obligatoires, vérification préalable et suivi administratif. Il y aura un point de vigilance sur les anomalies DSN bloc 1, une brève à retenir concernant les subventions contre les chutes et nos conseils prévention. Donc, le compte entreprise et les bonnes pratiques concernant l'envoi de documents. Donc, comment nous faire parvenir, par exemple, un bulletin d'hospitalisation ou un acte de naissance, donc appelé BH ou acte de naissance. Vous devez cliquer sur le compte entreprise, puis gérer un dossier d'indemnité journalière. Vous avez ensuite une liste de documents qui est acceptée par l'outil, par exemple un extrait d'acte de naissance qui n'est pas toujours envoyé par vos salariés, mais aussi le bulletin d'hospitalisation dont les hôpitaux ne le transmettent pas. Alors à savoir que ce sont des facteurs bloquants pour le versement des indemnités journalières. Nous attirons votre attention sur le fait que la taille autorisée est de 5 mégaoctets. Vous pouvez avoir un message d'erreur indiquant que vous dépassez la taille limite autorisée pour un dépôt. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de créer un nouveau dépôt ou de réduire la taille de vos fichiers. Dans quel cas vous ne devez pas utiliser ce téléservice? Cela concerne un arrêt de travail et une attestation de salaire. Pour information, nous n'acceptons plus les copies ou les scans des volets 1 et 2 des arrêts de travail, et ce depuis le 1er septembre 2025. Donc, dans cette seconde partie, nous allons parler de formalités obligatoires. On va parler aussi de vérification préalable et suivi administratif lors d'une embauche d'un apprenti ou d'un travailleur étranger. Donc, déjà, en tant qu'apprenti, votre salarié est assuré social et relève du régime général de la sécurité sociale. Il bénéficie donc de la même protection qu'un salarié. Il doit informer sa caisse d'assurance maladie de sa nouvelle situation pour s'assurer en son nom propre. Donc, il y a deux cas de figure. Soit il est rattaché à l'un de ses parents, donc dans ces cas-là, il doit transmettre à sa caisse le formulaire intitulé Demande de prise en charge des frais de santé à titre personnel en cas de maladie ou de maternité en y joignant un relevé d'identité bancaire libellé à son nom et prénom ainsi qu'un bulletin de salaire. Deuxième cas de figure, il n'est pas connu de l'assurance maladie. Il doit donc compléter et signer une demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie et y joindre les pièces justification listées. Par exemple, la copie de sa pièce d'identité, le contrat d'apprentissage, si toutefois il n'a pas le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire, lui, il est important de nous l'adresser par la suite, puisque c'est là qu'on va déterminer si il a droit au régime local ou non, et un relevé d'identité bancaire personnelle. On l'invite aussi, bien évidemment, à faire une demande de carte vitale et créer son compte Amélie. Tant que son dossier n'est pas à jour, vous ne pouvez pas émettre de documents avec ce numéro de sécurité sociale. Vous êtes donc invité à privilégier l'envoi papier le temps de la mise à jour de son dossier. Dans l'intervalle, tout signalement DSN ou déclaration d'accident du travail en ligne est impossible. Donc, pour bien déclarer vos apprentis en DSN, vous vous référez à la fiche dont le lien vient d'apparaître à l'écran.
Quelles sont les démarches pour un travailleur étranger? Donc, la première chose à faire est de vous assurer que votre salarié soit en situation régulière. Pour cela, vous allez lui demander une copie de son titre de séjour et une autorisation en cours de validité. Comme indiqué dans cette slide, le contrôle de la régularité du titre de séjour vous incombe. Donc, si votre salarié est né à l'étranger ou de nationalité étrangère, vous indique ne pas être immatriculé en France, vous pourrez réaliser les démarches à sa place via le service en ligne qui s'intitule Immatriculation des travailleurs étrangers. Ce service est disponible sur amélie.fr. Vous retrouvez sur cette salle le lien pour un accès rapide. Donc attention, hein, ce service ne peut pas être utilisé pour obtenir l'ouverture des droits à l'assurance maladie des Français de retour d'expatriation ou des étrangers disposant déjà de leur numéro d'immatriculation. Dans ce cas, il convient de compléter le formulaire S1106 qui s'intitule Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie. C'est le formulaire que nous avons vu précédemment. Donc, dans la seconde partie de l'interface, il vous sera demandé de compléter le formulaire en ligne et de joindre les pièces justificatives obligatoires acceptées au format, donc soit PDF, JPEG, PNG ou JPG. Une fois ces étapes effectuées, il vous suffira de confirmer la demande pour finaliser la procédure. Nous allons parler donc du numéro technique temporaire, du numéro d'immatriculation d'attente. Donc, avant l'attribution d'un numéro d'immatriculation d'attente, NIA, ou du numéro de sécurité sociale, il est nécessaire de créer un numéro technique temporaire, NTT, en bloc 30, rubrique 020. Il s'agit d'une solution transitoire le temps que votre salarié dispose d'un NIR ou d'un numéro d'immatriculation d'attente reconnu par la sécurité sociale. Alors, petit point d'attention, le numéro technique temporaire est une donnée identifiante. Il ne s'agit pas d'une donnée de gestion et ne permet donc pas l'ouverture des droits de votre salarié auprès des organismes de protection sociale. Donc, vous retrouvez toutes les informations à ce sujet dans le lien qui apparaît dans la slide. Ce lien vous renvoie vers la base de connaissances de Notre Entreprise. Si votre salarié dispose uniquement d'un numéro d'immatriculation datant, donc NIA, vous renseignez le bloc 30 pour une absence telle que maladie, paternité ou encore un accident du travail. Cependant, vous devez établir une attestation papier comme pour la déclaration d'un accident du travail. A contrario, si votre salarié possède un numéro définitif inscrit au répertoire en DSL mensuel, il faut mettre à jour les informations individuelles en modifiant les blocs 30, intitulés Individu, et 31 intitulé Changement d'individu. Dès lors, le signalement d'événement ou l'attestation de salaire dématérialisée devient possible, tout comme une déclaration d'accident du travail en ligne. Donc, nous allons passer au point de vigilance sur les anomalies DSM bloc 1 et vous apporter des recommandations et des solutions. Déjà, on va revoir un peu et on va se poser la question, qu'est-ce que le compte-rendu métier identité? Le compte-rendu métier identité est un document issu de la déclaration sociale nominative, DSN. Il fait partie des comptes-rendus métiers que les organismes de protection sociale transmettent à l'employeur ou à son tiers déclarant après le dépôt d'une DSN. Son rôle, le CRM identité permet de vérifier la cohérence et la qualité des données d'identification des salariés déclarés en DSN, notamment le numéro de sécurité sociale ou le numéro d'identifiant d'attente, l'état civil, donc nom, prénom, date de naissance, le sexe aussi, les anomalies éventuelles entre les données transmises et celles présentes dans le répertoire national d'immatriculation. À quoi sert-il pour vous en tant qu'employeur? C'est de s'assurer que chaque salarié est correctement identifié dans les bases de la sécurité sociale. Et c'est aussi de détecter rapidement les erreurs de saisie. Exemple, inversion entre prénom, nom et date de naissance. Donc vous avez un lien qui vient d'apparaître.
Ce lien vous renvoie vers également la base de connaissances pour avoir toutes les informations concernant le CRM identité. Alors, on va prendre un exemple d'une salariée mariée avec deux prénoms. Donc, il est important de s'aligner dans la DSN mensuelle avec le registre Système national de gestion des identifiants et procéder aux corrections nécessaires. Même si c'est un compte-rendu métier identité non bloquant. Pourquoi? Ben, parce que ça peut concerner alors, déjà, ça peut concerner, comme on l'a vu, le nom marital, le pays ou la ville de naissance, les prénoms francisés, et le CRM identité s'applique dans le cadre d'une DSN mensuelle et pas dans le cas de signalement. Attention, hein, un mauvais chaînage des coordonnées des salariés empêche la remontée des périodes cotisées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc ce qui signifie pas de retraite, donc pas de relevé de carrière pour le salarié en question. Donc voilà. Quand vous avez un CRM identité qui est bloquant ou non bloquant, vous êtes invité à faire les corrections nécessaires. Dans cet exemple-là, il faut corriger le nom de famille, le nom d'usage et le prénom. Donc, en résumé, le compte-rendu métier identité est un outil de contrôle et de fiabilisation des données d'état civil et d'immatriculation des salariés dans la DSN, essentiel pour éviter des blocages dans les droits sociaux, retraite, allocation logement, etc. Des écarts non corrigés pouvant entraîner, et ça on l'a dit il y a quelques instants, pour les individus concernés, une mauvaise reconstitution de leur carrière, de leurs ressources et fausser en conséquence l'alimentation de leurs droits en matière de protection sociale. Nous arrivons donc à la quatrième partie. Nous allons parler de subventions contre les chutes. Donc, la subvention prévention chute, entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Donc, elle a pour objectif de réduire les risques de chute de plein pied, chute de hauteur, glissade et accidents entre différents environnements de travail. Elle s'adresse donc aux entreprises de 1 à 49 salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, sous réserve du respect des conditions d'éligibilité. Le montant de la subvention est fixé, lui, à 50% du coût hors taxe des investissements engagés pour l'acquisition d'équipements éligibles. Ici, on vous a mis quelques exemples illustrant une demande de subvention. Donc, ça peut être des installations de sol et de passage, revêtements antidérapants référencés, des équipements techniques pour les travaux en hauteur, de l'aménagement de vos quais de livraison, et puis la sécurisation des véhicules de transport et de livraison. Ça peut être de la protection latérale, marchepied escamotable. Donc, vous retrouvez toutes ces informations et comment en bénéficier sur le site Amélie Entreprise Actualité. Ici, on va voir, c'est comment effectuer la demande de subvention. Donc, la demande de subvention s'effectue en ligne vers le compte entreprise, la rubrique Demander une subvention prévention. Vous devez joindre des pièces justificatives telles que l'attestation de vigilance URSSAF, un relevé d'identité bancaire éventuellement. N'oubliez pas d'apposer le cachet de l'entreprise sur les documents transmis. Et nous arrivons à la cinquième partie. Donc, on va parler de prévention. Protéger la santé de vos collaborateurs passe également par la qualité de l'air intérieur en entreprise. C'est de vous assurer une bonne qualité de l'air à l'intérieur des bureaux et c'est un des enjeux à intégrer dans votre démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. En effet, les espaces clos comme les bureaux peuvent accumuler des polluants issus de sources diverses. Donc, l'air intérieur est 5 à 6 fois plus pollué que l'air extérieur. On passe quand même plus de 20 heures par jour à l'intérieur, que ce soit domicile, école, bureau, salle de sport, transport, tout compris. Et puis un adulte inhale en moyenne 12 000 litres d'air par jour. Donc un air pollué contribue à l'apparition ou à l'augmentation de troubles comme l'asthme ou les allergies.
Selon la durée d'exposition, ces troubles peuvent être plus graves, c'est-à-dire peuvent entraîner des maladies neurodégénératives ou des cancers. Quelques mesures simples à mettre en place. La première, c'est de sensibiliser vos équipes à la nécessité d'une aération régulière des espaces de travail. C'est aussi de rechercher et éliminer les sources d'humidité éventuelles. Et puis, de disposer d'une ventilation efficace du bâtiment et en assurer la bonne maintenance. Pour plus de renseignements, vous pouvez également vous rendre sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, où vous avez une multitude d'informations et comment procéder pour justement sensibiliser vos équipes. Alors, on va parler maintenant du dépistage des cancers. Donc, l'État et l'assurance maladie organisent un dépistage pour ces trois cancers, cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus. L'objectif de ces programmes est de détecter précocement les cancers, d'augmenter les chances de guérison et de réduire la lourdeur, pardon, des traitements. Quelle est la fréquence? La fréquence est tous les 2 ans pour le cancer du sein et celui du colorectal, et tous les 3 à 5 ans selon la situation pour le cancer du col de l'utérus. La prise en charge. Ces dépistages sont totalement gratuits et donc pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Comment sommes-nous informés? Eh bien, c'est très simple, c'est l'assurance maladie envoie un courrier aux personnes concernées. Et donc, à partir de là, avec ce courrier, pour le cancer du sein, la personne se rend chez un radiologue. Pour le cancer colorectal, il suffit de se rendre chez son médecin traitant, toujours accompagné du fameux courrier adressé par la CPM. On reçoit donc un kit. Ce kit, le prélèvement est à faire à domicile. Il y a toute une instruction pour le prélèvement et le renvoi directement au centre de dépistage du cancer colorectal. Concernant le cancer du col de l'utérus, eh bien là, pareil, avec le document reçu par la CPM, votre salarié, ou vous-même d'ailleurs, hein, ça concerne tout le monde, hein, toutes les femmes, c'est d'aller chez son médecin, ou alors le sage-femme, ou en labo pour faire le prélèvement. Pourquoi nous vous en parlons? Parce que vous êtes un relais important dans la promotion des dépistages organisés, notamment pendant les mois d'octobre rose ou mars bleu. Vous avez plusieurs possibilités pour relier ces informations, notamment affichage et brochures mises à disposition de vos salariés. C'est aussi de participer à des courses, par exemple la Strasbourgeoise, qui se déroulera du 3 au 5 octobre 2025, les Mulhousiennes, qui se dérouleront les 20 et 21 septembre 2025. Ça peut être aussi organiser des cafés, des ateliers dans les services pour promouvoir ce dépistage. Vous avez dans cette slide deux liens qui sont donc affichés à l'écran. Donc la première, bah, c'est pour commander des affichages et des brochures. Alors c'est totalement gratuit. Et puis, si vous souhaitez plus d'informations, on vous invite à vous rendre sur le site Prévention Santé Publique de l'assurance maladie. Donc avant de passer à la partie questions temps d'échange, je vais vous rappeler les bonnes pratiques concernant les contacts. Donc le premier, et ça c'est la première chose à faire, c'est de contacter notre plateforme téléphonique employeur au 36 79. Tout ce qui est en rapport avec des indemnisations journalières, c'est cette plateforme qu'il faut contacter. Vous avez aussi nos mails génériques, donc respectifs, Barin, Haut-Rhin. Ça, on vous conseille de les utiliser dans le cadre où vous avez un dossier qui ne se résout pas malgré deux, trois appels auprès de notre plateforme. Effectivement, nous vous invitons à nous contacter. Sachez que quelque part, nous sommes
la dernière roue de secours, hein. J'insiste sur ce fait-là parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois que, par exemple, moi je suis seul sur le département 67, Antonia est seule. Quand Antonia n'est pas là, c'est effectivement Léa qui est présente, mais c'est vrai en général, on est seul sur les deux départements. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de privilégier le 3679 parce qu'on risque de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes et ça, c'est aussi frustrant pour nous. Vous avez aussi l'espace entreprise, hein, Amélie Entreprise, et puis la base de connaissances où ça vous permet, deux sites qui vous permettent d'avoir toutes les informations et déjà de pouvoir répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Quel que soit l'endroit où vous vous situez, 68, sur le département 68 ou 67, pardon, vous avez la possibilité de voir ou revoir nos replays en vous connectant sur la chaîne YouTube CPRM du Barin. Et puis, eh bien, si vous voulez rester informé de nos webinaires et de nos offres de services, on vous invite à vous inscrire à notre liste de diffusion. Dernière chose par rapport à cette slide, Net Entreprise, un numéro que vous avez à l'écran. Ce numéro, c'est la hotline de Net Entreprise. Alors ça concerne toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer par rapport au site direct de Net Entreprise. Bien évidemment, si vous avez des problématiques, que vous rencontrez des problématiques par rapport à nos téléservices, par exemple, déclaration d'accident du travail en ligne, attestation de salaire, bien évidemment, c'est nous, chargés de la relation aux entreprises, qu'il faut contacter.